La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Donc c'est la cinquième, troisième, donc, où vont être abordées notamment des notions très fluctuantes et très complexes à aborder, très connues, qui sont le réel et le symptôme. Entre autres, bien sûr, mais là, cette session se centre essentiellement sur le réel et le symptôme. Alors, je vais essayer de me livrer à un petit exercice qui est complexe, mais qui demande justement d'être plus simple dans sa complexité, c'est-à-dire un résumé des épisodes précédents, en essayant de rendre simple sans simplifier, c'est-à-dire sans écraser les niveaux. C'est ce qui, justement, falsifie la lecture de Lacan, c'est quand il y a une simplification abusive. Le simple n'est pas le simpliste. Le simple, c'est de conserver la tension des éléments entre eux, et notamment... C'est le trait de simplicité. Voilà, entre le réel, le symptôme, l'objet petit a. Donc ce sont des notions, effectivement, complexes. Et donc, on a vu, on est dans la résultante d'un choix forcé, c'est pour ça qu'il commence par le cogito cartésien. Je pense donc se jouit. Donc il y a d'une part l'être qui est du côté de la jouissance et de l'autre on a le sujet. Donc une première partition qui est mise en place. Cette partition va amener... Alors pourquoi d'abord cette partition? C'est parce que Lacan répond à Freud qui dit Wo es war, soll ich werden. Donc, il met la phrase clé de la psychanalyse sous le signe du sujet et de l'être. Wo es war, soll ich werden. D'un côté, on a l'être, de l'autre, on a le sujet. Ça, c'est ce qui va se déployer donc au cours de tout l'enseignement lacanien, qui va prendre des méandres, bien sûr, pour arriver à s'approcher au plus près, parce que ce sont des choses qui doivent être médiatisées, on ne peut pas y accéder directement. D'abord, le langage nous ensorcelle et trouble notre intelligence au point où on n'arrive pas à cerner une notion directement. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une volonté de complexifier de la part de Lacan, c'est au contraire sa manière d'aller le plus sûrement vers la chose elle-même qui est visée. Donc j'emploie le mot « chose », parce que justement ce qui trouble dans la compréhension du réel, c'est notamment le rapport qu'il y a entre le Das Ding kantien, c'est-à-dire la chose en soi, et l'objet transcendantal de Kant. Alors je fais un petit aparté après pour ceux qui écoutent, vous pourrez zapper toute cette partie qui est la partie un peu, disons, de l'arsenal conceptuel qui permet à Lacan, justement, de faire émerger la notion de réel par rapport à la réalité, parce qu'au départ, ce n'est pas une intention de sa part, il n'a pas eu l'idée, c'est juste par la pratique elle-même qu'il se rend compte qu'il a besoin d'élaborer des concepts, et pour ça, il utilise justement ce qui a été pensé et ce qui a été dit, notamment par ce qu'il appelle l'idéalisme allemand, c'est-à-dire Kant, Hegel, entre autres, bien sûr. Donc, la chose en soi kantienne se présente comme une chose qui existe indépendamment de notre possibilité de la percevoir. Donc ça existe en soi, c'est pour ça que ça s'appelle la chose en soi. Kant rajoute donc une possibilité, puisque forcément si on en parle, c'est que quelque part il y aurait un biais pour y accéder, alors qu'elle n'existe qu'en soi et indépendamment de notre volonté, de notre souci, de quoi qu'on fasse dans notre vie, quelque chose qui existe en soi auquel on n'a pas accès. Donc il invente un objet transcendantal. Cet objet transcendantal, en fait, c'est pas tout à fait un objet, c'est que dans le cadre de l'expérience empirique, quand on se propose à nous une expérience, il faut que dans cette expérience-là, il y ait quelque chose de l'ordre d'un X, d'un inconnu, qui raccorde ce qu'on est en train de percevoir à cette autre chose, la chose en soi. Ce X-là, c'est l'objet transcendantal kantien.
Donc il est facile, après, d'appliquer une transposition comme ça entre le réel lacanien, c'est la chose en soi kantienne, l'objet petit a, c'est le semblant, donc un objet vide qui n'existe pas, X, mais qui nous permet de nous raccorder à la chose en soi. C'est un procédé logique. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. C'est là où justement il y a une incompréhension massive du réel lacanien. Parce que ça voudrait dire, alors ça c'est ce que j'ai essayé de dire la dernière fois, quand on est dans ce schéma kantien, justement, il y a une prééminence qui est donnée absolument à la chose en soi. C'est une espèce de truc comme dans la planète Solaris de Tarkovsky, il y a une espèce de truc, bon, la planète Solaris on la voit, mais là c'est encore pire, c'est qu'on ne la voit pas, on n'y accède pas, il y a une chose comme ça, et la seule manière d'y arriver c'est de présupposer logiquement un X vide qui est l'inverse de cette chose, mais qui permette à notre perception de percevoir la chose. Donc un contrepoint, mais qui est donc, comme c'est un X, une Gedankending, c'est-à-dire une chose de pensée. C'est pas une chose, un objet, cet objet transcendantal n'est pas un objet du monde matériel, c'est une chose de pensée. Donc dans ce cas de figure, ça voudrait dire que il y a au départ la chose en soi, et ensuite l'objet transcendantal qui a donc une fonction secondaire, c'est-à-dire qu'il vient juste là pour nous permettre de comprendre qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, etc. Alors que dans l'enseignement lacanien, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est un paradoxe, le réel est simultanément quelque chose qui préexiste, qui est un roc absolument insubmersible et qui ne peut pas être colonisé par le symbolique intégralement, etc. Mais simultanément, il est le reste, c'est-à-dire le plus de jouir. C'est-à-dire l'objet petit a, en tant que semblant, en fait, est un semblant au sens lacanien, parce qu'il ne veut pas dire qu'il est juste là comme une espèce de quelque chose qui n'est pas la chose. Ce semblant d'être est ce qui permet au sujet d'imaginer qu'il y aurait eu un réel préexistant, alors que le réel n'est créé qu'à partir de ce semblant-là. C'est-à-dire qu'il est créé rétroactivement. Puisque pour qu'il y ait cette possibilité de penser, il faut déjà qu'il y ait eu l'amorce du sujet. Donc, ce paradoxe-là, c'est une des difficultés pour comprendre aussi bien Lacan que Kant, d'ailleurs, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas un avant et un après, il y a un procédé de rétroaction qui permet de comprendre que le reste, l'objet petit a, c'est à partir de quoi donc se reconstitue rétroactivement l'idée d'une jouissance qu'il y aurait eu auparavant. Donc ça c'est la première partie que je voudrais donc essayer de rendre un peu plus clair. J'ai essayé de le dire déjà la dernière fois, mais je ne peux qu'échouer à le dire. C'est tellement... Vas-y, je t'en prie. Une des premières fois où Lacan aborde cette question de das Ding de la chose, c'est dans le séminaire de l'éthique, et il en parle, mais il ne donne pas le schéma qu'on peut reconstituer, où il dessine un anneau, justement, un tore, et puis à l'intérieur il met la chose das Ding, et autour le système des représentations imaginaires et symboliques. Alors, il fait une séparation, et c'est un effet de structure, mais le réel qui est au centre, il est aussi à l'extérieur. Ça communique, il n'y a pas de frontière là. Ça, c'est un des aspects de la chose. Alors voilà. C'est un effet de la structure, c'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. J'en avais parlé ailleurs. Exactement. La poule et l'œuf, c'est une structure, on ne peut pas la raisonner en disant il y en a une qui est avant l'autre. Alors ça me permet justement d'aborder la deuxième petite introduction pour qu'on entende ce que va dire Lacan de ce réel avec peut-être une oreille un peu plus décalée par rapport à ce qu'on entend d'habitude. C'est que c'est un peu plus historique, donc à partir de sa thèse de médecine en 1933, on peut dire qu'il y a eu parce que Lacan c'est vraiment un chercheur, c'est-à-dire ce qu'il met en scène à chaque fois, c'est sa question, son questionnement, et il avance, il est capable de changer sa conception au cours de route et de faire évoluer ses conceptions en fonction des impasses qu'il va traverser. Et on peut dire que dans un premier temps, à partir de 1933, même le premier discours de Rome,
il est dans l'herméneutique. L'herméneutique, ça veut dire la psychanalyse est une expérience de signification, tout simplement. Donc ça veut dire que le petit homme, quand il va procéder à sa fonction d'excrétion, ce n'est pas un fait brut biologique. Ce qui compte, c'est que c'est déjà historisé par lui comme étant plein de sens par rapport à comment il répond à la demande de ses parents d'être propre, comment il arrive à se contrôler, etc. C'est toujours une expérience de signification. Donc il reste là-dedans, dans l'herméneutique. L'herméneutique, d'ailleurs, lui permet de considérer que les catégories freudiennes, névrose, psychose, perversion, etc., ne sont absolument pas des catégories cliniques objectives qui vont permettre d'enfermer des sujets dans des catégories. Ce sont au contraire des possibilités existentielles qu'a choisi le sujet, puisque le sujet est considéré comme libre, pour exprimer son rapport au monde. Donc on est dans une dimension herméneutique jusqu'à ce moment-là. Il y a un premier virage qui se fait, parce que d'abord, Lacan, à partir du milieu des années 50, d'abord il se rend compte des impasses de cette approche herméneutique, mais surtout, il réalise que Freud, en fait, n'a jamais cédé sur le fait que ce n'est pas une psychanalyse, ce n'est pas une herméneutique, la psychanalyse pour Freud. Pour Freud, en fait, s'il a réussi à sortir sa théorie psychanalytique, c'est justement parce qu'il est sorti lui-même de cette interprétation des rêves comme ayant un sens, etc. Et il a toujours essayé de chercher la cause du traumatisme. Cette cause du traumatisme-là, elle est restée sa question, de laquelle il ne voulait jamais la rabattre sur une cause naturaliste, biologique, etc. Mais tant qu'il ne trouvait pas, il restait sur la question, et en tout cas, ce n'était pas une herméneutique. Donc là, c'est à ce moment-là que Lacan a épousé, d'une certaine manière, le courant de l'époque qui était le courant structuraliste. C'est-à-dire, d'un côté, il a vu les recherches de Jacobson, Lévi-Strauss, etc., comme, cette fois, la signification comme étant issue d'une cause extérieure qui était les structures signifiantes qui signifiaient quelque chose à travers le sujet. Est-ce que je peux revenir à propos de... Bon, chez Freud, sa première notion de la névrose, il parlait du traumatisme. Hein, c'était une histoire du traumatisme de la scène originaire. Donc, mais ensuite, il va renoncer à la neurotica. Parce qu'avec l'homme au loup, il cherche à trouver la scène réelle, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas de ça dont il s'agit, c'est que, en fait, c'est le fantasme qui prime. Hein. Et donc, il renonce à sa neurotica. Ça, c'est très important comme notion. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Lacan peut déjà saisir quelque chose de l'ordre de la structure, parce que Freud ne dispose pas du terme de structure. Mais il rappelle une chose, c'est que même les souvenirs écrans sont aussi réels que éventuellement une éventuelle scène originaire qui se serait réellement passée. Alors vous savez qu'il y a eu tout un débat il y a quelques années autour des histoires de séduction, justement, de la fille par le père, aux États-Unis en particulier, et même Freud se disait mais c'est pas possible que tous les pères séduisent leurs filles, bien sûr, il n'était pas plus bête que d'autres, il savait de quoi il s'agissait un petit peu. Hein, voilà. Bon, c'est simplement pour ajouter que c'est déjà dans Freud la notion qu'il n'y a de traumatisme que du malentendu, et donc du fantasme. Le sujet se fait tout de suite une représentation de ce qu'on appelle la scène originaire, qui n'est pas forcément d'ailleurs la population des parents, puisque c'est devenu même une sorte de bateau, c'est pas tout à fait ça quand même. D'origine, elle est traumatique pour tout le monde, et donc chacun invente une origine. Des cigognes ou autre chose. C'est ça. Donc on redéfinit brièvement le traumatisme, c'est pas du tout une expérience apocalyptique, abominable, etc. C'est juste quelque chose qui ne peut pas être intégré à l'univers symbolique du sujet. Donc, en fait, ça ne peut s'intégrer qu'après coup, puisque justement, Patrick parle de l'homme au loup, le coitum ad tergo, qui est l'origine du traumatisme, c'est pas au moment où l'homme au loup de Freud voit ça que ça se passe, c'est quand le souvenir de ce qu'il a vu à ce moment-là vient se conjuguer à un élément de sa réalité de maintenant, que ça apparaît comme traumatisme. Parce qu'il ne peut pas l'intégrer à son univers symbolique préétabli.
Donc il y a un trou. Voilà. Et Freud, il lui a un peu forcé la main. Il a dit, bon, ça n'avance pas, dans 6 mois, on arrête la cure, si je peux pas. Et c'est à ce moment-là qu'il lui sort son fameux rêve, Ouais. qu'il a ensuite peint toute sa vie, c'est doux comme ça. Bon, juste une incise comme ça. Alors, Lacan, quand il fait ce virage structuraliste, il n'est pas pour autant structuraliste, parce que ce qu'il a en tête, bien sûr, c'est le sujet. Donc, ce qu'il découvre, c'est que la cause que les structuralistes assignent au langage, au système signifiant, aux structures, etc., lui, il a cette phrase, il n'y a de cause, justement, que de ce qui cloche. Donc, en fait, la cause déterminante des signifiants qui amène des significations, c'est justement pas... Ça, c'est une loi, mais ce n'est pas une cause. Donc, il différencie la loi de la cause, et surtout, comme il a déjà défini imaginaire symbolique et réel, donc à ce moment-là, il s'aperçoit que le symbolique lui-même, donc le langage, est troué, c'est-à-dire qu'il manque un signifiant. Et que ce signifiant-là, c'est le réel, justement. Mais le réel pas en tant que signifiant, en tant que manque d'un signifiant. C'est-à-dire, le grand A est barré parce qu'il se tient lui-même sur sa propre limite, mais le réel n'est pas extérieur à cette limite. Il est défini par la limite interne du système symbolique lui-même, comme une cause qui manque, une cause absente. C'est pour ça qu'il n'y a de cause que de ce qui cloche, et que le réel, en fait, c'est ce qui va provoquer des choses, mais jamais directement, puisque le réel n'est pas accessible, si ce n'est... Alors, on dit normalement par le langage. Je préférerais aujourd'hui dire par la parole, parce que par le langage, c'est plus difficile d'y accéder que par la parole. Par la parole, justement, comme il y a des accidents, des lapsus, des erreurs, etc., là, on peut mettre en évidence la faille de la chaîne symbolique, de l'ordre symbolique, le fait que le grand A soit barré. Et que c'est sa structure interne, donc, qui définit l'extériorité du réel. Mais le réel, en fait, n'est jamais intégré par la chaîne symbolique. Mais par contre, je ne peux accéder au réel que par la parole. Ça, oui. Voilà. Et éventuellement par le langage, mais il faut déjà une dimension artistique assez développée pour avoir une approche sensible du langage qui ne soit pas justement de l'ordre de la narration de la grammaire, mais sur un plan logique, c'est autre chose. Donc, Lacan, à ce moment-là, conscient des paradoxes de ce réel-là, va se concentrer dans la dernière partie de sa vie sur cette notion de réel. C'est pour ça que, aussi, dans la troisième, nous avons massivement donc, cette tentative de ramener justement le sujet au réel à travers le symbolique et d'éviter les confusions ordinaires justement entre le réel, la réalité, etc. Et donc c'est ce qui amène cette approche qu'on pourrait trouver baroque, mais qui est en fait la seule possibilité d'aborder quelque chose qui ne peut pas être abordé directement parce qu'il est forcément médiatisé par le symbolique. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Non, ça va. On écoute. Ouais. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est l'énoncé de ce qui opère effectivement dans votre parole quand vous vous situez du discours analytique, quand analyste vous l'êtes. Mais il n'émerge ces termes vraiment que pour et par ce discours. J'ai pas eu à y mettre d'attention, j'ai eu qu'à suivre, moi aussi. Ça ne veut pas dire que ça n'éclaire pas les autres discours. Mais ça ne les invalide pas non plus. Le discours du maître, par exemple, sa fin, c'est que les choses aillent au pas de tout le monde. Ben ça, c'est pas du tout la même chose que le réel. Parce que le réel, justement, c'est ce qui ne va pas. Ce qui se met en croix dans ce charroi, bien plus. Ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette marche. Je l'ai dit d'abord, ce qui revient toujours à la même
place. L'accent est à mettre sur revient. C'est la place qui découvre, la place du semblant. Il est difficile de la situer d'une seule imaginaire, comme d'abord la notion de place semble impliquer. Heureusement que nous avons la topologie mathématique pour y prendre un appui, et c'est ce que j'essaie de faire. D'un second temps, à le définir, ce réel, c'est de l'impossible, une modalité logique que j'ai essayé de pointer. C'est posé en effet. Celui-là, qui a rien d'impossible dans le réel. Ben, les savants font une drôle de gueule. Et nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à affûter? Mais qu'est-ce qu'il a fallu parcourir de chemin pour s'apercevoir de ça? Des siècles. On a cru tout possible. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont lu Leibniz, qui sentiraient que par le compossible, Dieu avait fait de son mieux. Il fallait que les choses soient possibles ensemble. Enfin, ce qu'il y a de combinate, et même de combine derrière tout ça, c'est pas imaginable. Peut-être l'analyse nous introduira-t-elle à considérer le monde comme ce qu'il est, imaginaire. Ça ne peut se faire qu'à réduire la fonction dite de représentation à la mettre là où elle est, soit dans le corps. Ça, il y a longtemps qu'on se doute de ça. C'est même en ça que consiste l'idéalisme philosophique. Seulement, l'idéalisme philosophique est arrivé à ça. Mais tant qu'il n'y avait pas de science, ça pouvait que la boucler. Non sans une petite pointe comme ça. En se résignant, j'attendais les signes de l'au-delà. Du noumen, comme ça qu'ils appellent ça. C'est pour ça qu'il y a quand même quelques évêques dans l'affaire. L'évêque Berkeley notamment. Son temps était indatable. Et que ça arrangeait très bien. Le réel n'est pas le monde. Il n'y a aucun espoir d'atteindre le réel par la représentation. Je ne vais pas me mettre à arguer ici de la théorie des quanta, ni de l'onde et du corpuscule. Vaudrait mieux quand même que vous y soyez au parfum. Bien que ça ne vous intéresse pas, mais vous y mettre au parfum, faites-le vous-même. Il suffit d'ouvrir quelques petits bouquins de science. Le réel, du même coup, n'est pas universel. Ce qui veut dire qu'il n'est tout qu'au sens strict de ce que chacun de ces éléments soit identique à soi-même. Mais à ne pouvoir se dire panthèse. Il n'y a pas de tous les éléments. Il n'y a que des ensembles à déterminer dans chaque cas. Pour la peine d'ajouter, c'est tout. Ça n'a le sens que de ponctuer
n'importe quoi signifiant lettre, qui est ce que j'écris, S, indice 1. Signifiant qu'il ne s'écrit que de le faire sans aucun effet de sens. Bon, l'homologue, si j'ose dire, de l'objet petit. Enfin, quand je pense que je me suis amusé pendant un moment à faire un jeu là entre ce S1 que j'avais poussé jusqu'à la dignité du signifiant. Hein? J'ai joué avec ce 1 et le petit A en les nouant par le nombre d'or. Ça vaut 1000. Ça veut rien dire que ça vaut 1000, ça veut dire que ça prend portée de l'écrit. En fait, c'était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde. C'est-à-dire de ce que on a appelé jusqu'ici la connaissance. Car il n'y a rien de plus dans le monde qu'un objet petit A. Chure ou regard, voix ou tétine qui refend le sujet, et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, excite. Pour en faire semblant, il faut être doué. C'est particulièrement difficile comme ça. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Contrairement à ce qui se dit. Que la femme soit l'objet petit A de l'homme à l'occasion, ça veut pas dire du tout qu'elle a du goût à l'être. Mais enfin, ça arrive. Ça arrive qu'elle y ressemble naturellement. Rien de plus semblable, enfin qui ressemble plus à une chiure de mouche qu'à un affreux. Ça doit lui servir. Ouais. Soyons sérieux. Revenons à faire ce que j'essaie. Il faut soutenir cette troisième du réel qu'elle comporte. Et c'est pourquoi je vous pose la question dont je vois que les personnes qui ont parlé avec moi avant moi se doutent un peu, non seulement je doute, mais même elles l'ont dit, qu'elle l'a dit, signe qu'elles s'en doutent. Est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Bon, alors, déjà ça, c'est un peu énorme quand même. Quand il a balancé ça. Je vais partir d'un point, à partir de là, de quelque chose comme ça, c'est qu'au fond, c'est quand même étrange qu'à Rome, il puisse
Il le pose en termes de question. Hein. Il dit bien, est-ce qu'elle est un symptôme? Il ne l'affirme pas comme on avait cru l'entendre à l'époque, parce que à partir du moment où il articule la notion de discours, ça ne peut plus être un symptôme, puisque ça fait lien. C'est pas du tout la même chose. Alors, je dis ça parce que quand il donne une formule du discours, il fait une formule du discours hystérique. Mais il va en tirer les conséquences un peu quelques temps après. Il va dire que l'hystérie, c'est la norme, c'est pas une névrose en gros. Il reconnaît comme seule névrose la névrose obsessionnelle. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, il va changer la position un peu plus tard. Il va dire qu'il n'a jamais dit ça, lui. Quand on lui a dit, vous aviez dit ça, il dit non, j'ai jamais dit ça. Il va dire que c'est le psychanalyste qui est un symptôme. D'ailleurs, on le voit, il croise et se multiplie. Donc, on en reparlera, mais voilà un petit point que je voulais attraper, d'autant plus que je l'avais déjà un peu dit la dernière fois. Lacan, quand même, il a beaucoup changé, même dans sa définition du symptôme aussi. Hein. Ça a beaucoup varié dans tout son enseignement. Alors tu en as parlé au départ de sa démarche dans l'herméneutique, c'est-à-dire dans la signification, ce qui est dans sa thèse d'ailleurs. Ce qui était dans le fil freudien de ce que Freud disait, qu'effectivement les hystériques, personne ne les écoute, or ce qu'elles disent, ça a un sens, quoi. C'est-à-dire un savoir, c'est comme ça qu'il invente la psychanalyse. Là, je vais les écouter, je ne vais plus faire de la suggestion, je vais les écouter. Là, c'est le truc comme ça. Donc, au départ, Lacan, je vais reprendre sur le schéma du graphe du désir, je vais commencer par ça, puis après, j'irai petit à petit à mon thème, si je peux le faire. Vous le voyez sur le graphe du désir qu'on a élaboré l'année dernière, qu'on a développé, il situe le symptôme ici, comme une signification de l'autre. Vous voyez, il le situe là. C'est une signification, c'est une métaphore, en gros. Hein. C'est une métaphore, et il fait comme cause, justement, la cause, c'est tout à fait freudien, la cause du symptôme, il la situe ici. C'est-à-dire que c'est le fantasme qui cause le symptôme. Il va changer de position par la suite. C'est ça qu'il va dire là, au début de son enseignement, quand il entre dans la notion de l'inconscient est structuré comme un langage. C'est là qu'il introduit le terme de structure, hein, dont Freud ne disposait pas, comme Freud ne disposait pas des catégories du signifiant et du signifié. Même si Saussure était dans le coin, Freud ne l'a pas utilisé à l'époque. Alors voilà, le symptôme, il va le situer ici, dans le graphe du désir. Et au fur et à mesure de son enseignement, il va faire baisser le symptôme d'un cran, c'est-à-dire qu'il va le remonter, puisque ça c'est le sens progrédient de l'intentionnalité. Quand on va dans l'autre sens, c'est un sens régrégient. Donc quand on va comme ça, on le baisse d'un cran. Et il va situer non plus ce qu'il appelle le symptôme, mais le symptôme, il va le situer à ce niveau-là. Comme un lien premier entre le symbolique et le réel. Voilà, ça c'est un premier déplacement dans son enseignement du symptôme. Ce n'est plus une métaphore, ça. Hein. C'est même pour ça d'ailleurs que le symptôme, il y a un réel du symptôme, même il le dit, il change un peu les sens de temps en temps de ce qu'il dit, les termes en tout cas, c'est que c'est un réel et qu'on a affaire à ça. C'est même ce qui est le plus réel. La psychanalyse, effectivement, elle n'est pas là pour nous débarrasser du symptôme. C'est au contraire de savoir le reconnaître et d'apprendre à faire avec. Ce qui n'est pas du tout la même chose de ce qu'il disait autrefois, où il suffisait, à coup d'interprétation, de le réduire et puis de l'évacuer. Ça, c'est un point tout à fait important. Alors, le symptôme, je vais sur cette pente du symptôme, voilà un peu plus vite, mais voilà ici. Et alors, maintenant, dans le discours de Rome, après je vous montrerai comment ça se passe avec ces graphes du désir. Dans le discours de Rome, ben voilà, ce schéma-là, c'est un facsimilé du schéma qu'il a fait au tableau, donc c'est son écriture, tout ce qu'on voudra. Il le situe, le symptôme. Alors, il part de Marx. Il ne fait pas un usage du symptôme au sens médical du terme, qui est en fait un signe dans la médecine. Il ne part pas d'Hippocrate, il part de Marx en disant que le symptôme, c'est ce qui ne va pas dans le réel.
Et à l'époque, il dit, par exemple, c'était un jour de grève d'ailleurs, il y avait une grève, et il était venu à son séminaire, parce qu'il n'était pas toujours toujours dans l'actualité, lui. Enfin, nous-mêmes d'ailleurs non plus, pas dans l'actualité en tout cas des ouvriers. Il y avait une manifestation qui faisait gêne, bien entendu, et bien il dit, je ne peux que qualifier la grève comme un symptôme, quelque chose qui ne va pas dans le réel. Il le qualifie comme ça, une définition de Marx. Alors, dans le discours de Rome, là où il articule ces trois ronds, c'est il vient de finir effectivement le séminaire Les Noms du Père, il a donc déjà un peu mis en place sa machine borroméenne, j'appelle ça une machine borroméenne comme ça. Il met le symptôme comme une effraction du réel dans le symbolique. Hein, c'est ce fameux réel traumatique. Quand on est débordé par un réel trop lourd, on fait des symptômes. C'est cette définition qui rejoint d'ailleurs l'abandon de la neurotica chez Freud, hein, où c'est une théorie même du trauma comme cause de la névrose. C'est un peu dans cette pente-là. Et puis, bon, il fait ça comme ça. Alors la psychanalyse comme symptôme, c'est difficile de la situer comme ça, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, voilà, il fait ça. Et ensuite... Je vais me ramener, je vais revenir dessus. L'année suivante, quelques mois après, eh ben il est plus du tout ici. Il va mettre ici le phallus, il va mettre le symptôme ici comme une effraction, en fait, du symbolique dans le réel. C'est une position différente. C'est pour ça qu'il va dire que le réel, il doit son avènement, comme tu l'as signifié au début, il doit son avènement au discours. Et donc, on a affaire à un réel, celui qui domine, ce discours qui domine, ce discours de la science, il invente un réel à quoi on a affaire, qui est la cause même d'ailleurs du malaise dans la civilisation. Il le qualifie d'ailleurs d'irrespirable. Et il propose que la psychanalyse, c'est le poumon artificiel grâce à quoi on peut se mettre à respirer un peu. Hein, voilà ce qu'il dit. Il dit des choses aussi simples que ça, là. Vous voyez où il le situe, le symptôme, il le situe ailleurs. Hein. C'est pas fini, ça démarre. Il en est là. Ensuite, vous voyez, les déplacements continuels. C'est plus une métaphore, ça, hein, c'est d'autres choses. Hein. C'est une articulation entre le symbolique et le réel, direct. Un nœud originaire, un nouage originaire. Non, c'est pas ça. C'est parce que ça, je me donne le schéma Rome. Bon, le Rome, celui-là on l'a fait. 1 an après Rome, ou 2 ans après Rome, c'est le séminaire du Saint-Homme, sur Joyce. Et bien regardez où il met le symptôme. 4e rond. Il y a 3 boucles qui sont superposées les unes sur les autres, donc ne sont pas nouées borroméennement. Et pour qu'elles soient nouées borroméennement, il faut un 4e rond. C'est parce qu'il y en a un 4e que si on défait chacun des autres ronds, tout se défait. Vous voyez que c'est encore un changement. Et ça va être une question qui va se poser jusqu'à la fin de son séminaire. Et il va même, moi je l'avais dit la dernière fois, il va même boucler son enseignement d'une façon extrêmement précise, contrairement à ce qu'on raconte sur cette fin de séminaire qu'il aurait fait un petit peu comme ça, dans l'embrouillage le plus total, pas du tout. Il dit, voilà, moi la question que je me pose, parce que bien sûr on avait du mal à le suivre et qu'il a eu beaucoup d'objections à ce qu'il faisait, ou en tout cas de manifestations de rejet de ce qu'il faisait, il disait, c'est que, est-ce qu'il s'agit de savoir si le réel, l'imaginaire et le symbolique sont noués à l'origine, et que implicitement le symptôme y est inscrit, comme je vous l'ai montré dans le premier schéma de Rome. Hein, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait un 4e rond qui vienne les nouer tous les 3. Il dit d'ailleurs à ce propos-là que l'enfant, il doit apprendre à faire le nœud. Alors ça renvoie bien sûr à l'Oedipe, parce que son histoire symptôme, c'est au début, c'est la réalité freudienne, c'est le symptôme de l'Oedipe en gros. Mais il ne prononce plus le mot, bien sûr, hein, parce que c'est des faits de structure. Bon, voilà pour le symptôme, et puis, on va peut-être un peu discuter, juste un petit mot, la notion de semblant. Parce que cette histoire de semblant, évidemment, c'est aussi plein de possibles confusions quand on entend ça. Le semblant, chez Lacan, ça ne veut pas dire faire semblant. Ça veut simplement déjà dire que cette représentation n'est pas le réel.
C'est un masque du réel, on pourrait le dire comme ça, et que ce n'est pas vraiment le réel. Mais ça, en même temps, c'est un semblant qui répond à des lois logiques radicales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit que l'analyste, dans la cure, il doit se tenir en position d'agent dans tous les discours. L'agent, il est toujours du semblant. Et je vais vous le montrer là. Il est toujours du semblant parce que dans tous les discours, l'agent qui est ici et qui change en fonction des discours, il est commandé par quelque chose qui vient du dessous, La flèche va toujours dans ce sens-là. Et le seul discours où justement il y a une falsification du semblant, c'est dans le discours capitaliste, où comme par hasard, il y a eu une inversion de la figure du discours du maître, ça s'est retourné, et c'est le sujet de la libre entreprise qu'il s'imagine qu'il commande au signifiant. Résultat des courses, ça marche en boucle, indéfiniment, il n'y a jamais de limite, jamais d'impossible. Vous voyez la chose qui est là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on confond, finalement, on confond les mots avec les choses. On peut le dire comme ça. C'est pas la même chose, c'est quasiment de la psychose, ça, confondre les mots et les choses. Il y a une distinction qu'on fait entre les deux, par exemple. Alors, ça c'était simplement pour souligner cette histoire de semblant. Donc l'analyste en position de semblant, comme ça a été dit, on ne peut pas en être et l'être. C'est ça. Le tenant-lieu de la cause du désir de l'analysant, ce qui est la place de l'analyste dans son discours, ça ne veut pas dire qu'il fait semblant, C'est un truc pour de vrai et pour du réel. C'est-à-dire que l'analyste, il faut qu'il le tienne de son propre réel à lui. Ça. Moyennant quoi, l'amour de transfert, c'est pas simplement un factice ou la reproduction d'amour antérieur qui viennent là et qu'on fait joujou avec ça. Non, c'est un amour réel pour celui qui tient réellement et pour de vrai cette position de semblant de la cause du désir d'analysant. Le temps que lui-même ait fait le parcours pour s'y retrouver. Voilà. Alors, est-ce que moi je peux continuer comme ça sur le réel mais c'est bien. Je pense que tu as aussi peut-être les différentes strates de définition du réel. Du réel. Oui. Bon, alors je vais vous les donner parce que l'enseignement de Lacan, c'est pas un truc dogmatique. On n'est pas à l'université, on a affaire à quelqu'un qui tâtonne, qui cherche, qui fait des lapsus, qui revient, qui va dans un endroit qui change. Il le dit pas souvent, il dit pas qu'il. D'autant plus, il ne le dit pas parce que des fois il ne se souvient plus qu'il l'a dit. Parce qu'il ne relisait pas son séminaire, il continuait, il était dans sa trace. Et c'est pas par hasard qu'au départ il enseignait en gros comme un didacticien de l'époque. Ensuite il a changé, et puis surtout après mai 68, il s'est mis à parler en position d'analysant, c'est-à-dire non pas de quelqu'un qui est en analyse avec la salle. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils s'imaginent que la salle est leur propre... on a entendu un jour Castro, vous avez déjà entendu parler de Castro, il s'adressait à un public d'analystes et il se réjouissait, dit pour la première fois de ma vie, j'ai à ma disposition 1500 analystes, je vais donc pouvoir faire une séance, et il nous a raconté des trucs, à sa façon, il est un homme sympathique quand même, bon, enfin là, il était à côté de la plaque. Donc, voilà, Lacan en position d'analysant, ça veut dire qu'il parle en position de sujet divisé. Ça veut dire que lui, il n'entretient pas le discours analytique en dehors de sa pratique à lui. Par contre, il parle comme l'analysant en position de sujet divisé, mais qui ne fait pas de l'association libre. C'est une position d'hystérisation du discours. C'est pour ça que quand on travaille le texte de Lacan, il ne faut pas toujours chercher à comprendre, mais percevoir les signifiants là. L'histoire du rhum, du discours, le ronron du chat, on attrape des signifiants et on suit la trace de son discours, et puis à force on voit comment il se laisse aller dans ses propres traces à lui et véhicule comme ça des choses qui nous enseignent. Alors, première fois qu'il en parle, c'est un peu avant le discours de Rome, dans une conférence qui s'appelle « Réel, imaginaire et symbolique », qui n'est pas d'ailleurs facile à comprendre. Il nous donne un espèce de mathème d'ailleurs, qui est grand comme ça, de ce que devrait être une cure,
par des transpositions du réel, de l'imaginaire, enfin un truc inouï, moi je ne l'ai pas retenu, le truc, c'était quasiment un mathème du déroulement d'une analyse. Mais à l'époque, pour lui, le réel et la réalité, comme pour nous d'ailleurs, quand on en parle, eh ben, c'était un peu équivalent, quoi. Hein. Et c'est vrai que il y a deux aspects d'ailleurs dans l'enseignement de Lacan. Parfois, il utilise les mots de la langue courante, comme on le fait nous-mêmes, hein. Il parle de la réalité, puis des fois, c'est des termes conceptuels, et c'est beaucoup plus rigoureux. Mais il est lui, comme tout le monde, et comme nous-mêmes, avec ça. Donc nous-mêmes, nous sommes embarrassés quand on parle du réel. On a été élevés dans cette catégorie de la réalité, et régulièrement, ben, on tombe dans les pièges. Hein. Alors juste pour te laisser souffler un peu, c'est d'accord, je commence à savoir. Oui, justement, dans l'écart entre la réalité et le réel, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est-à-dire que la réalité, c'est justement ce qui n'est pas le réel. C'est ce qui n'est pas le réel. Non, c'est le fantasme. Puisque la réalité est du côté du fantasme. Par exemple, voilà, si d'un seul coup, là, je me mettais à faire un acte absolument extravagant, que je sortais un Colt 45 de ma poche et que je me mettais à tirer sur toute l'assemblée, tout le monde, ceux qui, en tout cas les survivants, auraient une très grande impression d'irréalité. Parce que la survenue du réel crée d'un seul coup l'impression réelle, le surgissement du réel, qu'en fait on vit dans un fantasme. On est là, on construit une réalité, et cette réalité, ce qu'on est capable de percevoir, c'est parce qu'elle est déjà filtrée par notre fenêtre du fantasme. C'est pas pensable. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Alors il y a deux formules. Il y a le réel comme grimace de la réalité, et la réalité comme grimace du réel. Donc c'est pareil si on veut employer un exemple moins frappant. C'est-à-dire c'est ce qui est dans le champ et ce qui est hors champ. Pour qu'il y ait un champ, je vous ai parlé de Rear Window, fenêtre sur cour d'Hitchcock pour expliquer le fantasme. En fait, on ne voit les choses qu'à travers la fenêtre de notre fantasme. C'est là que se constitue notre réalité. La réalité, c'est ça. Mais ce champ de réalité, c'est un cadre, en fait. Ce cadre-là n'englobe pas ce qui est hors cadre. Ce qui est hors cadre, c'est le réel qui fait qu'il y a cette réalité-là. Pour qu'il y ait ce cadre-là de la réalité, il faut qu'il y ait un réel hors cadre qui nous permette de percevoir la réalité. Donc il y a une forme de disjonction inclusive entre le réel et la réalité qui nous permet de distinguer. Alors sur un plan plus politique concret, le réel de la finance, par exemple, affecte la réalité sociale. La réalité sociale que nous vivons, tout ce qui se passe dans ce que nous rencontrons tous les jours, la folie de l'administration, maintenant tout le monde n'a qu'une idée en tête, c'est vous piquer votre argent dans votre poche, quel que soit le truc, même soi-disant ce qui était au départ public, etc., devient... Il n'est pas dans notre poche, il est à la banque. Dans les banques, d'aller le chercher dans les banques, etc. Ça, c'est la réalité, elle est affectée par un réel. Le réel, c'est ça le réel du capitalisme. Le réel du capitalisme, il est lié au fait qu'il est absolument exclu du discours capitaliste. C'est-à-dire que comme les sujets ne reconnaissent pas le réel, tout est possible. Donc vous n'avez qu'à croire que bientôt les progrès énormes de l'informatique, des nanotechnologies, etc. vont permettre votre immortalité. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, votre esprit va pouvoir être téléchargé sur un ordinateur, un site internet, etc. C'est vraiment le truc de tout est possible. Ça, c'est la négation du réel. Alors que, justement, comme le dit Lacan tout à l'heure, tout est possible. Non, c'est justement le tout, le panthès. Le réel ne peut pas être panthès, tous les éléments. Parce que le réel ne peut se distinguer que par rapport à une dimension logique de l'ensemble vide. Donc c'est partie par partie et non pas tous, pas panthès. Donc, voilà. Et tu sais, quand il parle des microbes, on a eu cette histoire en France avec l'épidémie de grippe H1N1 l'année dernière, où on nous a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que la ministre aurait dépensé 1 milliard de vaccins. Oui. Il n'y a même pas eu, je ne sais pas combien de personnes qui se sont fait vacciner. Enfin, on devait tous être vaccinés. C'est-à-dire 66 millions, je crois qu'on est 66 millions de Français. On devait tous être vaccinés pour ne pas atteindre l'épidémie. Et puis en fait, il y a eu très peu de gens qui sont allés se faire vacciner. On voit bien comment ça, tout n'est pas possible, rien que dans ce registre-là.
Ou Sarkozy, quand il dit ensemble tout est possible, on voit bien que là, il dit quelque chose qui ne colle pas, quoi. Voilà. Hein, ça ne peut pas marcher. Alors, on oui, va. continue. Donc, sur la... Vous voyez, Lacan aussi, il tâtonne avec ça. Il tâtonne, mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il a perçu. Donc, il sort les trois catégories quand même. Il les nomme bien, réel, imaginaire et symbolique. D'accord, il ne fait pas très bien la nuance entre réel et réalité, mais il le nomme avec une majuscule quand même déjà, et il le perçoit parce qu'il le perçoit dans la cœur, quoi. C'est-à-dire que c'est dans la parole, il le dit très bien là d'ailleurs. C'est en parlant, c'est à partir du discours analytique qu'il peut découvrir ça. Alors c'est très important de considérer qu'on est d'abord il est parti de là, mais rétroactivement, il a pu donner la structure des autres discours, à partir de la structure langagière. Ça ne veut pas dire qu'il y a une prévalence du discours analytique, mais il a fallu cette expérience de la psychanalyse dans un moment de l'histoire. Alors cette expérience de la psychanalyse, pour le redire dans des termes simples, c'est que Freud, au lieu de s'imaginer qu'il a le pouvoir de dire ce que l'autre a, il dit que c'est elle qui sait. Il écoute l'hystérique. Enfin, c'est juste ça. Ça tient juste à ça. C'est l'autre qui a la vérité et le savoir. Alors après, la position du psychanalyste, on écoute. Vas-y. Bon, alors, donc, c'est ça qui lui permet d'inventer les discours. Alors, je l'avais fait l'année dernière, j'avais montré comment il avait mis cette matrice des discours au tableau, comme ça, sans s'expliquer trop. Et puis un peu plus tard, dans un séminaire qui s'appelle, là c'était dans le semblant, un discours de l'envers de la psychanalyse, qui les a sortis, il a explicité comment ça lui était venu. Ça lui est venu de cette topologie de la parole que j'avais développée l'année dernière, où il disait que toute vérité, c'est le terme, toute vérité s'émet, toute parole s'émet d'un lieu de vérité, voilà ici, dans la parole. Et que la parole, elle diverge en deux vecteurs, dont l'un va, ce qu'on appelle le semblant, c'est le signifiant chez Lacan, le semblant bien sûr, l'agent, le désir si on veut, et de l'autre côté, il y a une dimension de jouissance. Et il y a un reste qui est comme production, qui est la perte, qui sera l'objet plus tard. Voilà la matrice originaire. Et bien sûr, à partir du moment où il écrit ça, il a une matrice quadripartite qui va lui permettre de mettre en place les fameuses lettres de ces mathèmes. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il opère à l'époque. Alors, dans le schéma, je vais vous le montrer, pour vous montrer le cheminement quand même de ce réel. On avait étudié le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est quoi? C'est le sujet qui se regarde du côté, il est sur le bord du miroir concave, se voit comme une image virtuelle donnée par le miroir plan qui est ici. Hein, et l'autre, qui est la mère, qui le tient devant le miroir, lui dit « tu es cela », alors que lui, il se voit ici, en moi idéal, elle le renvoie là. Voilà le schéma L de Lacan, qui est à l'époque encore une construction de ces catégories du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Alors, après, il passe à ce qu'on appelle le schéma R, et je vous le démontre ici, vous voyez, enfin, je le montre. Vous voyez, ça, c'est le Z du stade du miroir que j'ai fait ici, hein. On peut le lire ici comme ça, mais il prolonge. Il va dire que le sujet qui est ici, qui se voyait en image virtuelle, en fait, derrière l'image virtuelle, il y a la mère qui se manifeste comme symbolique par sa présence et son absence. C'est-à-dire que l'enfant, réellement, il a affaire à l'origine, avant même de se constituer un corps consistant, parce que c'est ça qu'il va être obligé de fabriquer, il a affaire à l'alternance symbolique de l'absence-présence, donc présence signifiante. Donc ici, il y a un signifiant primordial et qui lui signifie qu'il est en position d'enfant désiré. En fait, la mère voit l'enfant comme l'enfant qu'elle aurait désiré avoir. Et l'enfant qui se voit dans le miroir comme image idéale, il est obligé d'accepter, de consentir à se soumettre aux signifiants parentaux qui lui sont transmis par la parole quand il apprend la langue. Hein, vous voyez ici. Donc, voilà comment il a construit son schéma R, en prolongeant au-delà de l'image virtuelle cette position du signifiant primordial que représente la mère par absence et présence, et ici, qui le renvoie
à l'idéal du moi qui lui viennent des signifiants de l'autre là. Et alors il a développé 3 champs. Ici, ça c'est le triangle de l'imaginaire, le triangle du symbolique ici, et voilà ce qu'il appelle, lui, à l'époque, le réel. C'est le champ de la réalité, c'est le champ du fantasme. Alors ça, c'est le fameux schéma Mimi. On l'appelle le schéma Mimi. Vous voyez, il y a les termes qui sont elle ici. C'est le schéma Mimi, rappelez-vous-en. Voilà, une façon... Vous voyez quand même à l'époque, comment il situe ça d'une façon... C'est de la géométrie, ça, encore. C'est pas encore très topologique. Encore que ça, ce soit une bande de Mébus. On peut en faire une bande de Mébus du schéma L. Enfin voilà le réel conçu comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, il va définir le réel comme ce qui revient toujours à la même place. Ce qui est pensé par tout le monde depuis toujours. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin de se repérer dans le monde et dans l'espace. Il lui faut des points fixes pour se repérer. Le marin, il a besoin d'avoir l'étoile solaire ou calculer les actes pour savoir où il se trouve en mer. Ce qui revient toujours à la même place, c'est donc de l'époque d'Aristote et des Grecs, de l'Antiquité grecque, c'est la sphère des fixes. Au moins, on est sûr d'avoir un point fixe qui permet de se repérer. Et puis, découverte avec Galilée et tout le reste, qu'au fond, ben non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est que même la sphère des fixes, d'une certaine façon, elle bouge. Quoi. Le ciel, ça tombe. Quoi. En gros, l'univers n'est pas fixe, mais c'est un ensemble qui se déplace et ça tombe, ça forme des ellipses. Et à ce moment-là, justement, c'est ça qui est intéressant à Galilée, c'est que Galilée, il utilise des petites lettres, petit a, petit b, petit c, pour cerner le réel. Et la place qui, au départ du réel, était une place imaginaire, située dans l'imaginaire, mais repérée comme telle, devient une place située dans la logique. Donc le réel, c'est l'impossible logique. Et c'est un impossible qui est à démontrer. On ne peut pas se contenter de l'impuissance à dire, il faut le démontrer qu'on a touché à quelque chose à la fois d'incalculable, indémontrable, et voilà, c'est à démontrer, donc c'est dans les impasses de la logique. Voilà une nouvelle définition du réel. Et puis il va passer avec le nœud borroméen à autre chose, puisque dans le nœud borroméen, le réel, bien sûr, il y a les 3 ronds. Il y a les 3 ronds de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Simplement, le réel, il place la vie seulement. Au moins, on peut dire que c'est le réel, la vie. On ne sait pas ce que c'est. Après tout, on ne sait pas ce que c'est que la vie. Mais c'est pas ça le réel pour Lacan dans le nœud borroméen. C'est le réel en tant que les 3 sont noués. Donc il va attribuer au réel la catégorie du 3, c'est le 3. L'imaginaire, c'est le 2, parce que c'est l'histoire du moi et de l'autre, c'est l'image, on n'y est pas. Et du côté du symbolique, c'est le 1, c'est le 1, le signifiant 1. Voilà, c'est comme ça qu'il va. Vous voyez qu'il y a des définitions du réel comme très différentes. Et bien entendu, ce réel, on ne l'attrape que parce que ça coince. Quand on tire dans un des ronds, ça coince d'une certaine façon. Quand on tire sur un autre, ça tire dans un autre sens. Voilà des catégories du réel très différentes chez Lacan, qui sont à comprendre quand on avance comme ça. Ça veut dire aussi que dans la cure, on peut très bien intervenir soit du côté de l'imaginaire du sujet, soit du côté de son rapport au symbolique, soit du côté de son rapport au réel. Il peut arriver d'intervenir comme ça. Bon, je ne veux pas en dire plus, je pense que c'est déjà beaucoup. On avance, on continue. Ben oui, mais là, peut-être à ce niveau-là, peut-être que maintenant on peut laisser les questions. Parce que non, justement, tu as bien pointé la distinction justement entre l'être et le sujet qui a été fait, effectivement. Bon, la distinction entre l'être et le sujet, tu as bien situé que finalement le reste du réel, c'était l'objet petit a qui passait d'une contingence corporelle, ce que sont les objets pulsionnels tels qu'il en parle, du regard, de la voix, de la chure et de la mamelle, il va leur donner une consistance logique. Voilà. C'est-à-dire qu'il va les désubstantiver, de sorte que la voix, elle est aphonique, ce qui est très difficile à faire entendre aux gens. La voix, comme objet pulsionnel, c'est pas du tout celle que l'on entend, c'est celle qui fait coupure, justement, dans le flot des paroles.
C'est d'ailleurs ça qui fait ponctuation quand on parle. C'est ça qui donne un sens différent. Le regard, ce n'est pas la vision, c'est extérieur, et le regard, il ne voit pas forcément le regard. Par contre, on est regardé. Voilà. Hein, on est regardé du dehors, par exemple. La chure, c'est pas le caca, bien sûr. C'est pour ça qu'il décrit son ami Anna Freud. Il a décrit parce qu'il est foudrage, parce qu'elle lui a fait des coups tordus. Il a raconté qu'elle avait fait des pétitions et elle avait envoyé des consignes pour absolument le sabrer, donc il n'était pas content. Mais enfin, il a quand même balancé ça en public. Hein. Et bon, voilà. Alors, donc, il y a une distinction à faire entre l'être et le sujet. Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que le mathème du fantasme permet de le saisir. Le fantasme, c'est S, poinçon barré de petit a. Donc, l'être signifiant du sujet, c'est le sujet barré, bien sûr. Et alors, très important, il n'y a pas de théorie du sujet, c'est Lacan. Par contre, il y a une définition du signifiant. Et sa définition du signifiant n'est pas du tout celle des linguistes. Et régulièrement, il y a des gens qui je reçois des mails, des trucs comme ça. Oui, mais Lacan, c'est un escroc. Il définit le signifiant, ça n'a rien à voir avec la linguistique, ça n'a rien à voir avec Saussure. Donc, Sokal et Bricmont, enfin tous les escrocs, en gros, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Par conséquent, le sujet, comme il le dit, c'est la fente dont se définit le réel. Et en fin de compte, le sujet, il n'est pas entre les signifiants, puisqu'il est représenté par un signifiant, pour un autre qui ne le représente pas, il est béant. Voilà déjà. Alors, dans le fantasme, on a bien d'un côté sujet du signifiant, c'est l'être signifiant du sujet. On peut l'appeler comme ça, et d'ailleurs il le nomme comme ça, et de l'autre côté, on l'appelle, comme objet petit a, l'être de jouissance du sujet. C'est-à-dire une jouissance toute spécialement qui ne fait que commémorer d'ailleurs la jouissance qu'il a perdue justement du fait de l'opération signifiante. C'est un petit bout de jouissance qu'il récupère, c'est le plus de jouir. Qu'il a perdu parce qu'elle n'a jamais existé. Voilà. C'est ça le paradoxe que j'ai essayé d'amener au début, mais qui est difficile à comprendre. C'est parce que c'est en le considérant comme perdu qu'on lui donne une existence. Qu'on donne une existence à quelque chose qui n'a jamais existé. Puisque je ne peux me situer qu'en tant que sujet qu'à partir du moment où j'ai déjà accepté le choix forcé de m'incarner. Donc à partir de là, comme c'est déjà perdu, l'objet petit a, qui est semblant, non pas au sens, comme l'a dit Patrick, mais je le redis, mais c'est toujours difficile à exprimer, ça ne veut pas dire qu'il cache quelque chose derrière, c'est que le réel, c'est le réel de ce semblant-là. Je n'ai pas d'autre accès à l'être que ce semblant-là. Je n'ai plus accès à l'être véritable. Mais ce semblant, lui, il contient la possibilité d'accès à l'être. Donc, quand on parle de l'être, justement, on parle de quelque chose qui est perdu parce qu'on ne l'a jamais eu. Voilà. C'est ça qui est difficile à comprendre. Et c'est ça qui marque le clivage avec la philosophie, et notamment le dernier Heidegger, la redéfinition de l'ontologie fondamentale. Alors, c'est absolument passionnant pour justement éprouver l'intelligence du langage, notamment de la langue allemande, pour arriver à essayer de circonscrire justement ces impasses logiques, que ce soit chez Wittgenstein, chez Freud ou chez Heidegger. La langue allemande possède dans sa structure même les possibilités d'arriver à nous faire sortir de là. Lacan, lui, est très fin lecteur de Heidegger, mais il dépasse Heidegger. On peut dire qu'il sort la philosophie de son impasse dans laquelle elle ne pouvait pas faire autrement que la plonger à Heidegger, en inventant l'objet petit a. L'objet petit a, c'est un écrit. Ce sont des choses tellement simples qu'on ne les comprend pas. C'est-à-dire Galilée, quand Patrick parle de Galilée, il met des lettres. Les lettres, c'est l'écrit. À partir de ce moment-là, il y a une science. Quand on est dans l'écrit, on n'est pas dans la parole. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la parole, c'est pas l'écrit. Tout aujourd'hui, c'est de l'écrit. Tout le social, tous les trucs. Même, alors le pire pour nous, un congrès de psychanalyse, c'est de l'écrit. Ça n'a aucun sens. La psychanalyse, c'est la parole. Si vous ne prenez pas le risque de parler, de vous tromper, d'être dans la parole, dans l'exercice de la parole, il n'y a pas de psychanalyse. Il n'y a pas de psychanalyse écrite. Voilà. Quand on vous demande de préparer un texte d'une intervention dans un colloque
4 jours à l'avance d'être corrigé, soi-disant pour les traducteurs, ça, c'est juste couler du béton pour rien. Ça n'a aucun sens. La psychanalyse est de l'ordre de la parole, même dans l'enseignement au départ. C'est-à-dire que après, il y a un écart entre, on va dire, la praxis philosophique et la psychanalyse, c'est-à-dire l'emploi ordurier de mes termes, comme dit Lacan, mais à l'origine, en fait, ça procède de la même logique. C'est une logique de parole. L'enseignement de Socrate est un enseignement oral. L'enseignement de Platon aussi est un enseignement oral à l'origine. Ce n'est qu'après qu'il a été transposé en texte. Il y a un très beau cours de Nietzsche là-dessus, à Bâle, qui se trouve aujourd'hui depuis les années 95-96. Il est sorti ce cours-là qui n'était pas traduit en français. Et on a rassemblé la parole pour des raisons d'aide pédagogique, mais pas du tout pour que ça vienne prendre la place. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment la fonction de la parole. Et la fonction de la parole, c'est justement la seule manière de pouvoir faire dérailler cette chaîne signifiante, parce que sinon, dans l'écrit, on va corriger. Alors, bien sûr, il y a des fautes qui passent, etc. Mais ce n'est pas la même chose, parce qu'on est dans une autre, on est dans une autre image de nous-mêmes, une autre idée de nous-mêmes, et ça ne marche pas exactement pareil. Donc la psychanalyse est de l'ordre de la parole, de la prise de parole. C'est pour ça que c'est talking cure, la cure par la parole, et c'est le seul espace, peut-être, aujourd'hui, qui reste à la parole. La psychanalyse en tant que pratique authentique de la vie. Alors il y a quand même, bon, on peut en discuter ici d'ailleurs, il y a Lacan a quand même un rapport à l'écrit qui enfin, pour moi c'est assez problématique, parce que il dit que la psychanalyse doit exister à la consistance des textes de Freud, par exemple. Donc, Freud, alors c'est pas une opposition, c'est-à-dire de poser la question. C'est réarticuler la primauté de l'un par rapport à l'autre, comme dans l'enseignement original. Oui, il a toujours souligné la faille qu'il y a entre l'écrit et la parole, bien sûr. Et la plupart des textes de Lacan sont des textes qui ont été parlés d'abord et puis ensuite il a écrit, en disant que c'était pas à lire, que c'était illisible en plus. Cela dit, c'est pas du tout, en jouant sur les mots, c'est une façon de dire qu'il ne s'agit pas de lire ça comme on lit un roman, quoi. Il s'agit de s'y aller, il faut aller scoltiner le texte à la lettre, et regarder les trucs de près, et le illisible, c'est une façon de dire qu'il faut le déchiffrer, quoi. Hein. Il ne faut pas se contenter, on ne lit pas, hein, j'ai lu tout Lacan comme disent certains. Le paradoxe, c'est pour parler, il faut savoir écrire. Parce que votre analysant, vous êtes obligé de le supposer de savoir lire. Sinon, comment pouvoir rentrer dans l'équivoque? Donc c'est juste replacer le primat de l'un par rapport à l'autre, mais c'est un paradoxe. C'est-à-dire que votre analysant, vous le supposez a priori savoir lire, sinon il ne peut pas entendre un équivoque. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas... apprendre à lire autrement. Voilà. Alors, oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, c'est aussi une position qui a prise à propos de la passe, parce que je l'avais souligné ici. Tous les dispositifs analytiques, et tout spécialement les dispositifs d'école pour Lacan, parce qu'ailleurs je ne vais pas voir trop près, ce sont des dispositifs de parole. La cure, c'est un dispositif de parole. Les contrôles, c'est un dispositif de parole. C'est quand même un choix que fait un analyste qui commence à pratiquer, d'aller voir un autre analyste pour parler des cures. Bien entendu, ce qu'on appelle, ce que Lacan a inventé comme cartel, c'est-à-dire des petits groupes de travail, de façon à ce que les effets de groupe ne se fassent pas sentir trop fort, et où chacun peut quand même un peu se mouiller plus que quand il est dans un grand groupe en train de faire des exposés. C'est un dispositif de parole. Les présentations de clinique de Lacan, alors là, il suffit d'aller voir, on peut même les lire maintenant, puisqu'on a quelques transcriptions de ces présentations de malades. Ça consiste tout simplement à recevoir quelqu'un qui est hospitalisé, des fois avec un dossier psychiatrique bien rempli, et où Lacan, pendant 1 heure, il parle, et à la sortie, il a affaire à un sujet parlant,
dont pour certains ils reconnaissent il leur reconnaît des théories sur ce qui leur arrive, ou même générales, qu'ils considèrent du même tabac que les siens, comme Freud reconnaît chez Schreber des théories proches de la libido. Oui, parce que justement la parole, elle a des effets de sujet. Voilà. C'est-à-dire que l'effet de la parole, que n'a pas l'écrit, c'est d'avoir des effets de sujet. Or, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, enfin, le moment n'est pas choisi, mais on peut tout dire. Donc, on se rend compte, maintenant, on ne peut même plus tout dire. Hein, ça devient catastrophique. Mais on peut tout dire parce que la parole n'a aucune conséquence. Donc, elle n'a plus d'effet de sujet. C'est la parole elle-même qui a un effet de sujet. Donc, Lacan, quand il va voir un patient, ce n'est pas un cas qu'il va voir. Il va voir quelqu'un qui, pouvant parler, va produire des effets de sujet le concernant. Voilà. C'est ça, la parole en tant que produisant des effets de sujet. Alors, à propos de Laplace, c'est ça, il était en fait... il était plein d'espoir et très sceptique, parce que, à fin de compte, cette histoire de l'expérience de Laplace, qui est un dispositif de parole, j'en ai un peu parlé la dernière fois, où celui qui estime avoir traversé quelque chose dans sa position, enfin dans sa position subjective, qui pense qu'il y a un fait de structure nouveau qui lui est venu et qui l'a transformé. Il n'est plus le même, pour dire comme ça, il n'est plus le même que ce qu'il était au début avant sa cure, et c'est des fois un passage qui peut être pendant un certain temps catastrophique, mais dont on revient, parce qu'il ne faut quand même pas trop en rajouter sur ce truc-là. Donc celui-là décide, puisqu'on lui en fait l'offre, d'aller parler à deux passeurs, c'est-à-dire des gens qui sont supposés, des analysants, qui sont supposés être dans la même temporalité par rapport chacun à leur cure, de la sienne propre, pour essayer de dire ce qu'il en a été pour lui, lesquels d'eux, une fois qu'ils l'auront entendu, iront parler devant un jury ou un cartel qui aura à apprécier comme il peut si oui ou non quelque chose est passé. Vous voyez, c'est un dispositif extrêmement complexe, et au bout du compte, curieusement, Lacan il comptait beaucoup sur le travail théorique qui serait fait par les jurys, et curieusement, il lâche une phrase qui n'a pas été sans conséquence. Il a dit tout dépendra des écrits à venir. Mais il n'y a rien qui est venu, d'après lui. Il n'y a rien qui est venu, pas grand-chose. Il y a eu beaucoup d'élaborations, beaucoup de trucs, mais qu'est-ce qui est passé? Moi, je ne le vois pas tellement, il ne me semble pas avoir vu grand-chose. Mais ça a eu comme un effet, curieusement, alors que, à l'époque de Lacan, il y avait très peu de publications, en tout cas dans les milieux lacaniens. Les analystes publiaient très peu à l'époque. Il y avait Lacan qui sortait ses textes, et encore, au compte-gouttes, il n'aurait pas été pressé, il n'y aurait jamais eu les écrits. Lacan, il n'a pas voulu sortir ses écrits, on lui a dit bon, ça suffit, il faut les collecter tous et on va vous faire un livre. C'est pas lui qui a fait les écrits au sens de leur présentation. Bon. Ça a eu un effet, c'est que effectivement les analystes se sont mis à écrire, et puis alors là, maintenant, on a des tonnes de publications, on ne sait plus où donner de la tête, quoi, hein. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une dimension de la parole qui, de ce côté-là, disparaît. Vraiment, je le vois comme ça, moi. Je trouve ça un peu dommage. Hein. C'est lié à tout. Voilà. C'est lié au discours. Hein. Donc, alors, là, voilà. La déconnexion, bon, on ne va pas rentrer dans un truc trop technique, là, mais la déconnexion de S1, S2, ça veut dire que la parole n'a plus aucune conséquence. Donc, il ne peut pas avoir d'effet de sujet. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça n'a aucun effet de sujet. Alors, tu es en train, tu me pousses, parce qu'on va y arriver avec dans le texte, dans la troisième, c'est que, au fond, il n'est pas exclu que ce discours capitaliste qui domine actuellement et qui se répand de plus en plus, il n'y a aucune
civilisation, aucun qui résiste à cette expansion partout, même en forêt amazonienne, même chez les papous, le discours capitaliste qui est en train de tout bouffer. Et il n'est pas exclu que, en fait, le discours capitaliste, construit comme ça, c'est un faux discours, parce que vous voyez que l'ordonnance qui fait que cette trajectoire au niveau de la parole s'oriente d'une certaine façon, avec des impossibles, on ne peut pas revenir à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a toujours un point de départ, à chacun d'eux, il y a des impossibles, on ne peut pas aller dans n'importe quel sens, alors que celui-ci, il tourne en boucle, mais que ce discours-là, il a produit le télescopage du discours du maître, vous voyez, le discours du maître, c'est-à-dire que c'est plus le S1 qui commande, mais c'est le savoir supposé du maître. C'est nos fameux experts de la science et tous ces gens-là. C'est des représentations un peu du savoir. Le climatologue aujourd'hui. Hein, c'est le climatologue. Le publicitaire. Ouais. C'est un télescopage donc du discours du maître, du discours hystérique, puisque l'agent du discours capitaliste est le sujet de la libre entreprise, et c'est quand même bien le sujet de la publicité quand même. Hein. Comme nous disent ces gars-là, on vous vend des rêves. Ah oui, mais ils vendent des rêves avec des voitures au bout quand même. Hein. À crédit, on achète des voitures à crédit grâce aux rêves qu'ils nous produisent. Ils nous produisent des fantasmes prêts à porter. Et puis, ici également, un reste du discours du maître qui est ici comme production, qui est une perte. C'est-à-dire que c'est un sujet qui se produit lui-même comme déchet du discours. Et qui y va vraiment, on dirait, pour se produire comme déchet, c'est quelque chose de phénoménal, c'est ce qui se produit comme ça. Donc il y a un télescopage des trois grands discours, que sont ces trois grands discours-là, et le seul qui échappe à sa prise, c'est celui-là, c'est le discours analytique. Parce que Lacan va développer, vous allez le voir dans la suite de la troisième, il va situer la psychanalyse entre la science et la religion. C'est-à-dire que la science, on a affaire au réel de la science, auquel la religion donne un sens, et que ce qu'on demande à la psychanalyse, c'est de mettre une limite au réel et de nous débarrasser du symptôme. Hein. Et donc il est pris entre les... Alors est-ce que c'est pas ça qui est en train justement de se développer dans le monde, c'est que ces discours-là ne fonctionnent plus. Enfin, ces trois discours-là ne fonctionnent plus. Vous n'avez qu'à voir la dégradation de l'université, vous n'avez qu'à voir de l'université. Bien entendu, le discours du maître, quand on entend le discours politique actuel, on n'a pas l'impression d'être gouverné par un discours de maître. Hein. On a plutôt je sais pas ce qui nous dirige, mais en tout cas, on va pas finir notre vie avec le scooter quand même. Bon, et puis, bon, voilà, c'est-à-dire que ces discours-là ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. Ils sont en train de disparaître, c'est clair et net, quoi. Hein. Et avec tous les compromis que ça représente même pour la psychanalyse. Donc, ce discours-là, pris entre la religion et la science. Alors, moi, je l'avais développé un peu ailleurs. Je vais le redire ici, mais il faut que j'ai besoin de les faire pour me repérer. La religion, c'est un nouage réel, symbolique, imaginaire, dans cet ordre-là. La religion, elle réalise ce qui, du symbolique, peut s'imaginer. Par exemple, le Christ réalise à travers l'Eucharistie sa présence réelle dans l'hostie, qui est en fait, du fait de la parole du Saint-Esprit, de ce que serait éventuellement le Dieu imaginaire. Hein. Voilà un nouage particulier. Elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer, parce que finalement Dieu, on ne peut que l'imaginer. Hein. Voilà. On va déplacer puisqu'on a là, on a une structure qui montre que les lettres ne se déplacent pas n'importe comment, et même si à chaque fois elles changent de sens quand elles ne sont plus dans la même position, par exemple le savoir inconscient dans le discours analytique n'est pas le savoir du discours universitaire, qui est lui du côté de la connaissance, vous voyez, ça change de sens. C'est les mêmes lettres, mais elles ont d'autres facettes. Alors, on continue. La science, je fais le nouage
C'est-à-dire que je déplace mes lettres dans le sens lévogir, vous voyez, comme ça. La science, elle symbolise les images qu'elle se donne du réel. Vous avez ça, par exemple, avec les IRM, ou même avec ce qu'on visionne dans les théories quantiques. Hein. C'est-à-dire qu'on fait percuter, deux atomes à des vitesses 300 000 km à l'heure, et puis deux particules, et puis on obtient une espèce de figure presque, c'est pas tout à fait une fractale, mais c'est pas loin, c'est une espèce de gerbe de feu d'artifice, et l'ordinateur, il donne des algorithmes, une façon de symboliser le réel comme ça. Et on s'aperçoit que plus on s'avance vers le plus petit élément, plus ça se disperse, il y en a de plus en plus. Donc il y a des bouts de réel en quantité. Et enfin, la psychanalyse, voilà, troisième terme, elle imagine ou elle invente, c'est pour ça que Lacan dit parle, elle invente ce qui du réel peut se symboliser. D'où les fameux mathèmes de Lacan. Et ces trois discours-là, ce sont des nœuds broméens qui tournent dans un sens lévogir, vous voyez. Alors ça, c'est un truc, il va en parler là, et il abandonne, en fait Lacan, il abandonne ces mathèmes. Il renonce, parce que les mathèmes, c'était une tentative de transmission intégrale du réel. Il y renonce en fin de compte. Et on est avec le séminaire, la troisième, qui vient après les noms du Père et qui après avec le Saint-Homme, dans une période où Lacan abandonne les catégories, les mathèmes des discours, pour aborder ça du côté d'une logique qui n'est plus modale, au sens où c'est des logiques qui s'articulent de la grammaire, de la syntaxe et tout ce qu'on voudra, mais une logique nodale. Et en fonction des coupures que l'on produit dans une chaîne borroméenne, on obtient des effets différents de dispersion, mais on peut couper soit le rond du réel, soit le rond de l'imaginaire, soit le rayon du symbolique. Mais quand même, ce sont trois grandes catégories, la science, la religion et la psychanalyse, qui sont nouées dans notre monde actuel. Pas par hasard que Lacan, il annonce le triomphe des religions, et on l'a le triomphe des religions, on le voit partout. La religion, parce qu'elle donne un sens au réel produit par la science. L'histoire de tout ce qu'on peut faire maintenant avec la science au niveau de la procréation et des choses comme ça, et puis l'éternité promise aux hommes politiques qui espèrent pas finir à Alzheimer et vivre 300 ans et avec des bonnes retraites telles qu'ils s'en préparent, des choses comme ça, c'est quand même des choses de notre réalité, ça. Et puis la psychanalyse, là, qui est vraiment... elle a intérêt, la psychanalyse, à redevenir ce qu'elle doit être. La psychanalyse est une discipline de discours, ce n'est pas une science, mais c'est aussi, elle n'obéit à aucune prescription. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle ne se prescrit pas. Tous les ennuis que les psychanalystes ont dans les institutions où ils travaillent, c'est toujours parce qu'ils font joujou avec la psychothérapie ou éventuellement avec la psychiatrie. Il n'y aurait aucune difficulté pour les analystes à propos de l'autisme. Un analyste, il ne reçoit que des gens qui veulent venir le voir et qui acceptent de faire une analyse. Ce n'est pas une indication médicale. Ce n'est pas des prescriptions de cet ordre-là. Alors, tous les reproches que font éventuellement les gens qui s'occupent d'autisme en dehors du champ psychanalytique, ils reprochent par exemple l'histoire de les enfants, on les met dans des asiles, mais ce n'est pas les analystes qui mettent les enfants dans des asiles, ce sont les psychiatres, ce sont les médecins. Les psychanalystes, ils ne font aucune prescription de cet ordre-là. Moi, je n'hospitalise jamais personne, moi. Jamais. Je ne dis pas vous allez faire ça, vous allez faire ça. Vous venez me voir, on discute ensemble, vous venez faire une demande, et c'est quoi votre demande? Et puis à partir de là, il fait un travail, c'est tout à fait autre chose. Si la psychanalyse restait dans ce champ de sa pratique, au lieu d'intervenir à tous les niveaux tout le temps, à mélanger les choses seraient peut-être un peu différentes. Alors ça, c'est un espoir, mais bon, voilà.
Et puis c'est le discours de l'analyste. Et c'est le seul discours, on l'avait souligné au début de l'année, c'est le seul discours, c'est pour ça que le capitalisme n'aime pas la psychanalyse. C'est le seul discours qui restitue au sujet son plus de jouir, c'est-à-dire sa plus-value. C'est-à-dire, au lieu de lui dérober sa plus-value pour la capitaliser et spéculer avec, elle le lui rend. Et évidemment, ça détourne, bien entendu, ça, du discours capitaliste. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas la psychanalyse. Hein. Voilà. Je dis comme ça. Et c'est une chose tout à fait réelle. Hein. Ils ne le savent pas, bien sûr, que c'est ça. Et c'est de ça dont il s'agit. Bien sûr. Le seul discours véritablement subversif. Subversion du sujet. Ouais. Pas révolutionnaire, mais subversion du sujet. Voilà. Condition de se mettre à son service, puisque nous sommes des sujets divisés. Donc c'est pas nous qui tenons un discours, c'est ce discours. Et Lacan le dit bien, hein. Ce discours-là qui a permis, parce que c'est ça qui a permis de structurer les autres discours, ce qui ne veut pas dire que c'est une suite d'émergence historique. C'est un fait de structure qui permet ça, mais il dit que ça ne les invalide pas. Ça ne les invalide pas, les autres discours. C'est-à-dire que si les universitaires ils tenaient leur position universitaire, c'est-à-dire qu'ils devraient être les garants d'un savoir transmis pour la formation du sujet, parce que c'est ça, ils doivent produire des sujets barrés par le savoir. Et ben, au lieu d'être au service des entreprises, ça serait autre chose. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un discours qui interpelle les autres discours dans leur propre éthique. Pareil au niveau du discours du maître. Si vraiment le pouvoir politique tenait un discours du maître, ben, ceux qui sont au pouvoir politique, ils seraient responsables. Ça veut dire que s'ils font les cons, ils sont dégagés. Et dans certaines périodes, hein, le type qui vous a fait risquer des pas, voilà. Et dans le discours hystérique, puisque le discours hystérique, Lacan fait un truc très important, c'est qu'il dit que le discours hystérique, c'est justement un des piliers du discours de la science. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui invente le savoir à partir de son être de jouissance. Le discours hystérique, c'est un des piliers. Et l'autre pilier qui a pris le dessus, c'est le discours de l'université, parce qu'actuellement, le statut de la science est un statut universitaire. Il faut avoir des diplômes universitaires pour faire de la recherche, pour avoir des crédits. Ce sont les experts, ce n'est pas les inventeurs. Ils n'inventent rien, ces gens-là. Hein? Ils accumulent les connaissances, mais ils n'inventent pas. Hein? Voilà. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Oui, trop peut-être. On peut discuter maintenant, non? Oui. Voilà. On revient toujours dans le canevas parce qu'il faut qu'on... C'est là-dedans, quoi. Et vous verrez qu'on va faire un passage et qu'à la fin de l'année, vous allez vraiment avoir pigé le mouvement de l'enseignement de Lacan et son redépart avec tout ce qu'il va remettre en question à partir de là. La théorie de la langue qu'il a introduit en 72, il va la mettre en acte là. Hein. Ça va être les néologismes, la profusion des néologismes, la pratique comme telle à partir des équivoques signifiantes, toutes ces choses-là, c'est des remaniements fondamentaux. C'est vraiment là, dans cette période, entre 70 et jusqu'à la fin, que Lacan est devenu Lacan. Avant, il n'était pas Lacan, il n'était pas lacanien. C'est avec encore qu'il est devenu. C'est avec... non, déjà, après 1968, Lacan commence avec lacanien, quoi, voilà. Lacan, ça va être le Lacan, ça va être cette période-là. Bouleversements considérables et qui sont toujours aussi vifs. Même si on met tout le temps, on essaie de les amortir. Oui. La politique de l'édredon à propos de l'enseignement de Lacan est bien connue un peu partout, quoi. C'est pour ça que la dernière fois, on discutait de l'enseignement de la psychanalyse à l'université. Comme une psychologisation quand même du discours de la psychanalyse, il faut bien le dire. Hein. Bonne nouvelle, hein, en Belgique. Le pouvoir politique en Belgique a décidé de ne plus... on ne peut pas légiférer sur la pratique analytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'interdire à des gens d'aller voir quelqu'un d'autre qui se dit analyste pour aller lui parler de ce qui lui arrive. Voilà. Ça ne sera pas légiféré.
Probablement ça va se passer en France parce que c'est très difficile, malgré leur dissension, de réduire les lacaniens au silence. Bien entendu, ça va se passer en France. Probablement les Brésiliens sont sur le même plan et peut-être beaucoup plus sans compromis que les Français installés à droite à gauche. Les Italiens ils se sont fait couillonner, mais ils sont toujours fait couillonner depuis le début. Ça fait un moment que les Italiens se font toujours couillonner par le pouvoir politique. On cède constamment les trucs. Eux, ils sont réglementés à fond la caisse, avec des risques d'aller en taule si on exerce de façon illégale la psychanalyse. Et dans les pays anglo-saxons, apparemment, la psychanalyse a beaucoup de mal à s'introduire. Les Japonais sont inanalysables, donc on va voir comment ils se débrouillent. Les Chinois, ils ont l'air de s'y intéresser un peu, mais enfin, bon, on ne sait pas quoi. Moi, j'aurais bien une question. Est-ce que quand vous dites que Lacan abandonne les mathèmes, est-ce que vous diriez aussi que c'est l'abandon pour Lacan de considérer la psychanalyse comme science? Ah oui, c'est là qu'il rappelle la chose, que ce n'est pas une science. Il dit c'est la pratique d'un discours, comme lien social, dont on espère, alors c'est une citation mais je ne l'ai pas bien en tête, qui permet de retrouver dans le parler, c'est une de ses phrases, ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Donc pas seulement celle d'un sujet qui en analyse, et des effets dans les discours, de déplacement dans les discours, pour qu'il y ait une jouissance possible qui permette d'avoir une vie un peu plus amusée. Oui. Mais pourtant, il y a toute une période où Lacan est tenté de formaliser symboliquement. C'est ça, oui, tout à fait. Et c'est ce qui se rapporte aussi à son structuralisme, non ? Non, parce qu'il a toujours, sa structure n'est pas comme celle de Lévi-Strauss. Il a toujours dit qu'il n'était pas le structuralisme, il disait que c'était une invention journaliste. Parce qu'il y a des différences fondamentales dans la conception des structures chez Lévi-Strauss et Lacan. Chez Lévi-Strauss, c'est un certain nombre d'éléments covariants qui s'interagissent. C'est quelque chose de fermé, bouclé. C'est-à-dire que ça tourne un peu en rond. C'est les structures élémentaires de la parenté, des trucs comme ça. Tous les mythes sont les mêmes, ils se rejoignent et tout. Lacan, c'est un ouvert, la structure est un ouvert, il y a toujours du réel dans chacun des discours, pas pris de la même façon, donc c'est pas la même chose. C'est pour ça que Lacan était parti de Saussure, bien sûr il s'est inspiré, y compris des structuralistes comme Jacobson, mais sa définition du signifiant n'est plus du tout la même. Et ça, on s'en est pas aperçu. Et quand il invente la langue comme mot, comme néologisme, en écrivant en un seul mot, il se sort définitivement de la linguistique. Il n'est plus dans la linguistique. D'ailleurs, il définit le signifiant. Ça peut être un signifiant, ça peut être un phonème, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un livre entier, ça peut être une bibliothèque. Et puis voilà, c'est-à-dire, parce que un livre peut représenter un sujet auprès des autres signifiants. C'est plus du tout la même définition. Et alors, le signifiant n'est plus interdicteur de la jouissance, c'est un moyen de jouissance. Il est aussi cause de la jouissance. C'est des choses qui vont apparaître. Il ne va pas simplement faire du signifiant l'interdit de la jouissance et le support du nom du Père, il va aussi en faire ce qui permet de jouir. La logique, vraiment, c'est que le signifiant, c'est ce qui a un effet de signifiant. Donc, dans le passage d'un signifiant à un autre, quand le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, dans ce passage d'un signifiant à un autre, c'est déjà l'effet du signifiant. Donc il n'y a pas le signifié différent du signifiant, c'est sur le même plan, c'est dans ce passage-là. Donc, justement, dans la rotation, il parle bien de l'histoire de... c'est encore ce n'est plus Saussure, ça s'appuie au départ, mais il a quitté les amarres, il a lâché même par rapport à Jacobson. Jacobson l'a approuvé, parce que Jacobson était présent à son séminaire encore, à une séance, et il a dit qu'il a prouvé, parce qu'on reprochait à Lacan de ne pas avoir dit d'où il avait tiré la métaphore, la métonymie. Lacan, il a dit, mais moi, tout le monde, j'ai pas besoin de le dire, parce que lui, il pense qu'il s'adresse à des gens qui lisent comme lui, tout le monde sait que c'est des termes de Jacobson, mais moi si j'avais dit que c'était lui, on m'avait dit, mais vous ne l'utilisez pas de la même façon.
Évidemment, il n'utilise pas la métaphore et la métonymie comme le fait Jacobson, il en fait autre chose, et Jacobson approuve, il dit maintenant, c'est son usage du signifiant, il est d'accord avec cette définition-là. Donc effectivement, il y a un virage, c'est Mathem, c'est l'apogée avec le séminaire ou pire de la mathématisation, et puis après, il dit, bon, le nœud borroméen, il m'arrive comme une bague au doigt, c'est-à-dire que ça le sauve, quoi, en gros. Parce qu'après ou pire, c'était terrible, le séminaire ou pire est terrible, c'est un discours, c'est un séminaire terrible, d'une difficulté, enfin, il la clôt par ce texte L'étourdi, que vous trouvez, qui a été publié, qui est un texte extrêmement difficile à lire, hein, chez Lacan, et là il est en train d'étouffer avec ce truc-là. Il me semble aussi que justement ce virage, c'est aussi l'introduction des nouveaux romains. Ça vient au moment évidemment du symptôme, au moment où il rencontre Joyce et tous ces jeux avec la langue et ses équivoques, et donc après il y a toute cette prolifération de néologismes, et ce rapport à la poésie aussi qui est... Oui, tout à fait. Oui. Je ne suis pas pour en passer, enfin, je pense que là il y a vraiment tout à fait l'orientation, une orientation différente par rapport à ça. La poésie, il rencontre les Chinois avant, hein, il raconte avant. Joyce, quand il parle de l'écriture, la poésie chinoise, il l'a étudié déjà un peu avant, et donc il sait qu'il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il a repéré que nous, on a une langue, il y a la copule en permanence qui est trompeuse par rapport au réel, l'appréhension du réel. Il y a des langues où il n'y a pas le verbe être, et où la copule ne fonctionne pas de la même façon, ou en tout cas ne fonctionne pas. Hein. C'est-à-dire que ça permet de dire des choses sans les assimiler, sans faire... Voilà, bon, tout ça c'est des déplacements permanents qui étaient... Enfin, à l'époque c'était très difficile à suivre, puisque ça changeait tout le temps. Maintenant on a le corpus, on arrive au bout, on a le corpus à disposition, on peut se promener d'un bout à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des variations très considérables. Ce n'est pas une science. Alors il y a des gens qui disent, si, c'en est une. Je ne vais pas citer son nom, mais il considère que puisqu'il y a un savoir, le savoir du psychanalyste, c'est une science. Donc il définit le savoir comme une science. Mais c'est pas la science, elle a d'autres exigences que d'être un simple savoir. C'est la science du particulier. Il y a l'histoire de l'empirisme, il y a l'histoire des expériences, il y a toutes ces choses-là autour. Le discours de la science, il n'est pas structuré comme le discours analytique. Donc il redonne à la science sa dignité. En gros, il la dément pas. D'ailleurs, il dit allez voir la théorie des quantas. Évidemment, il y va et puis il démontre que c'est un peu... Il dit la science est un fantasme. C'est un fantasme, la science, c'est quand même pas rien. Hein. Et alors, où est la parole délirante alors dans tout ce... Un délire se situe comment? Tous ces dessins, oui, c'est ça, non mais c'est... La différence entre la normalité et la folie est déjà une catégorie de la folie. Il dit, alors je vais vous répondre d'une façon laconique, très lapidaire, comme ça. C'est la logique. Il dit, on a le choix entre la débilité mentale et la folie. Sinon, on est névrosé, on est un peu des débiles mentaux. Sinon, on est des fous, mais des fous délirants. Alors maintenant, où est la frontière entre le délire et la débilité mentale? Des fois, ça se conjoint aussi. Ça peut se conjoindre. Et c'est très difficile. Pour rebondir un peu par rapport au discours du capitaliste, je me posais la question parce que vous me rappeliez tout à l'heure qu'à la fois il y a d'un côté où tout serait possible, une espèce de déni de l'impossible, déni du réel. Oui. D'un autre point de vue, vous rappeliez qu'il y avait une confusion entre mots et choses et qui faisait tirer vers quelque chose de la psychose. Ben oui. Bon. Moi, je vais vous poser la question, est-ce qu'à partir donc, des discours, que je ne sais pas du tout, mais bon, de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une... Moi, je ne sais pas, c'est ce que m'évoque l'air du temps avec le discours capitaliste, une espèce de perversion joyeuse, où il y aurait un discours capitaliste et puis des sujets qui seraient assujettis à un discours capitaliste qui pourrait générer du sadisme, mercantile, etc. Alors voilà, j'ai une question par rapport à psychose, perversion, discours psychanalytique. Alors il faut d'abord repartir
bon, le terme de perversion, il faut repartir du truc. C'est que pourquoi le discours capitaliste, il est défini comme un discours perverti. C'est-à-dire c'est un discours perverti. C'est le discours du maître perverti par sa copulation avec le discours de la science. Voilà. Alors perverti, vous allez le lire ici très facilement. C'est-à-dire que vous voyez que cette ordonnance de la structure qui oblige à faire cette circulation, hein, que ça part d'un dessous, que ça commande le dessus, de l'agent, tous ces trucs-là, celui-ci s'est renversé. Alors c'est impossible, parce que si vous renversez, si vous cassez cette structure, ce n'est plus une structure, ça. C'est donc de l'imaginaire qui domine. Et c'est ça une définition de la perversion. La perversion, elle substitue au lien symbolique un lien imaginaire. Donc, c'est un discours perverti. Alors, est-ce qu'il engendre pour cela plus de pervers et de choses comme ça? C'est pas sûr, parce que les positions de névrosé, pervers ou psychotique, c'est des positions normales. Hein. Lacan, il définit ça comme des choses normales. Il est normal d'être psychotique par rapport à la structure, il est normal d'être névrosé par rapport à la structure, il est normal d'être pervers par rapport à la structure. Alors, on confond actuellement, dans ce que je lis un peu partout, quand on dit quelqu'un c'est un pervers, on le définit comme un salaud, quoi. Mais c'est pas ça le pervers. Le pervers, c'est un monsieur qui est très gentil. Un exhibitionniste, ils sont très gentils, les fétichistes, ils sont très gentils, et même Sade, il est très gentil, parce qu'il raconte très bien, il a écrit une lettre, en disant, mais moi, j'ai jamais fait subir à personne ce que je décris dans mes livres. Il a fait 40 ans de prison pour écrire ces trucs. Pour lui, c'est peut-être